Bienvenue sur Clapotis. Dans cet épisode, nous allons évoquer le contexte historique et culturel de l'auteur que vous avez au programme. Alors pourquoi c'est si important de comprendre ou d'appréhender le contexte d'un auteur ? Et on ne peut pas comprendre celui-ci, on ne peut pas comprendre son œuvre sans avoir un regard précis sur son environnement. Attention, il ne s'agira pas de faire du copier-coller entre la vie de l'auteur, son contexte historico-culturel. Il s'agira surtout d'entrevoir comment, à des instants, l'angle historique ou l'angle culturel va pouvoir éclairer l'œuvre que vous avez à étudier. Et cela n'enlèvera absolument pas la nécessité, à l'oral comme à l'écrit bien sûr, de délivrer face à votre examinateur ou face à celui qui va corriger votre copie, de délivrer des analyses à la fois littéraires et stylistiques qui seront bien sûr précises. Mais comprendre le contexte de l'auteur, quel qu'il soit d'ailleurs, vous permettra de montrer à votre examinateur ou votre correcteur vos connaissances, bref, votre culture générale. Aujourd'hui, découvrons ensemble le contexte historique et culturel à travers lequel a évolué notre illustre et incontournable Jean-Baptiste Poquelin, bien sûr, vous l'avez compris, Molière. Avant de le situer dans son siècle et de comprendre en quoi les événements culturels et historiques ont pu marquer la réalisation de la toute dernière pièce de Molière, resituons-le dans le XVIIe siècle, ne serait-ce que par ses dates de naissance et de mort, 1622, 1673. Retenez bien que dans cet épisode, il ne s'agit pas de faire la biographie détaillée de notre auteur, tout simplement parce que l'on ne vous le demande pas, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Pour nous, il va s'agir avant tout de voir comment l'arrière-plan historique, culturel et encore littéraire va quelque part conditionner la création de cette pièce, Le Malade imaginaire, pièce que vous connaissez peut-être plus que les autres pièces de Molière, car vous connaissez bien sûr l'anecdote et l'issue tragique. Molière succombera à une maladie bien réelle après la 4e représentation. Nous étions en 1673 et Jean-Baptiste Poquelin n'avait alors que 51 ans. Alors, retournons un peu en arrière pour comprendre en quoi l'immense travail de Molière a été conditionné par plusieurs éléments de son siècle. Tout d'abord, nous verrons comment Louis XIV, monarque absolu de droit divin, va conditionner tous les arts, et en particulier la production de Molière. Nous verrons ensuite comment ce dernier illustre à sa façon l'âge d'or du théâtre français, un théâtre riche, varié, ne serait-ce que par le principe et l'invention de la comédie-ballet. Et puis, nous verrons en quoi le scientifique, et plus particulièrement le médecin, est une figure à cette époque que l'on pourrait qualifier de médiatique aujourd'hui, et qui influencera la dernière pièce de Molière. Tout d'abord, il faut savoir que la carrière de Molière est directement liée et conditionnée à la première moitié du règne de Louis XIV. En monarque absolu, de droit divin, ce dernier se positionnera toujours en roi soleil, à l'instar du dieu Apollon dont il reprend les attributs. Et il se présente surtout comme un protecteur des arts. Musique, danse, spectacle étaient plus qu'appréciés par Louis XIV. Il les percevait d'ailleurs comme un formidable outil de propagande, permettant pour lui alors de diffuser de façon somptueuse et éclatante l'idéologie royale. Par conséquent, pour lui, il fallait s'entourer des meilleurs artistes, exercer directement la censure. Par exemple, accorder ou pas une salle à un artiste, donner tel ou tel monopole sur des spectacles à un artiste était un moyen de tout régenter. C'est ainsi qu'il va procéder de la sorte avec des artistes auxquels il tient, des artistes comme Lully et bien sûr comme Molière. Celui-ci sera donc le véritable ordonnateur, par exemple, des fêtes de la cour, qui était cette cour d'abord itinérante et ensuite fixée à Versailles à partir de 1682. Ainsi, Molière orchestre tous les spectacles et entre autres invente la comédie-ballet, inspirée du ballet de cour qui avait pour but de mélanger le théâtre, la musique et la danse. D'ailleurs, on pourra dire que Molière est l'inventeur de la comédie-ballet, ce mélange donc de chant, de danse qui complète l'action théâtrale.
Le réalisme d'ailleurs de celle-ci se mêle, se juxtapose au côté festif, fantaisiste des parties de ballet. Et si on veut encore, être plus précis, il faut savoir que Le Malade imaginaire est une œuvre écrite à 3. Un certain Beauchamp, un certain Charpentier et puis bien sûr Molière. Le premier pour la danse, le second pour la musique et le troisième pour, justement finaliser tout l'ensemble et créer une pièce plus que singulière. Et donc Molière invente ici un genre très complet, un genre qui par contre disparaîtra à sa mort. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sous l'impulsion du roi, il va utiliser des décors fastueux, des effets de mise en scène spectaculaires, c'est presque on pourrait appeler les effets spéciaux avant l'heure, et on pourrait presque dire que Molière est l'inventeur, de la comédie musicale que nous connaissons aujourd'hui. Donc vous avez compris que Molière, pour aussi subvenir à ses besoins et à ceux de sa troupe, il ne pouvait pas ne pas flatter le roi, en le célébrant d'ailleurs, dans plusieurs de ses pièces et en particulier dans le prologue du Malade imaginaire. Mais le goût nouveau pour l'opéra, qui est jugé plus noble et plus digne que la comédie-ballet pour célébrer la gloire du roi Soleil, aura raison de Molière et Lully, lui, sera préféré. Vous commencez aussi à le comprendre, hein, la concurrence est rude sous Louis XIV et la concurrence est terrible. L'amitié qu'il y aura eu entre Lully et Molière, qui s'était d'ailleurs traduite par des collaborations autour de comédies, de nombreuses comédies-ballets, se transformera en rivalité dure et cruelle dès que Lully obtiendra en 1672 des privilèges conséquents et qui lui permettra d'avoir le monopole sur tous les spectacles musicaux dans tout le royaume. Donc écrire une pièce de théâtre, être artiste sous Louis XIV, vous commencez à le voir aussi, ce n'est pas une tâche facile. Il faut sans cesse se renouveler, avoir de nouvelles idées pour rester sur le devant de la scène et surtout avoir les faveurs du roi. Voyez donc, hein, comment votre production littéraire était, conditionnée par cet, environnement créé par le roi lui-même. Et puis, vous voyez, hein, les déboires, les déceptions, qu'a pu connaître Molière avec ses amitiés artistiques. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que, tout de même, Molière incarne à sa façon l'âge d'or du théâtre français. Il y a à son époque, bien sûr, et vous le savez, sur la scène théâtrale, la prestigieuse et noble tragédie, dont les illustres représentants, et vous les connaissez aussi, sont Corneille et Racine. Alors si la tragédie met en scène de nobles héros, écrasés, soumis à une fatalité implacable, la comédie, elle, met en scène des personnages qu'on appelle des personnages types, issus de la farce médiévale, de la commedia dell'arte italienne. Et Molière, de son côté, va exceller dans ce genre en abordant des thèmes qui parlent directement aux spectateurs, qui leur évoquent des choses de leur quotidien. Les thématiques de la société, réflexion sur le comportement humain, les visées morales, toutes les thématiques vont traverser les pièces de Molière et la thématique de la médecine, des médecins, fait partie de cette thématique appréciée par le public et qu'il va, vous l'avez compris, développer bien sûr dans Le Malade imaginaire. Alors pourquoi cette thématique de la médecine plaît autant? Il faut savoir qu'à cette époque, la médecine est encore sous l'influence des préceptes des médecins antiques. Préceptes basés avant tout sur une théorie que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui s'appelait la théorie des humeurs. À l'époque, on pense que l'homme est régi par ses humeurs et entre autres ce que l'on appelle la bile jaune et la bile noire. Et dès lors qu'il y avait un déséquilibre entre celles-ci, eh bien apparaissait une maladie. Et un des remèdes était alors la saignée, parce qu'on pensait qu'en évacuant les fluides, on parvenait à résoudre le mal. Vous comprenez bien que la solution était bien pire que le mal. Et les saignées provoquaient plus des conséquences graves que peut-être le mal initial. Alors ce précepte de la saignée était préconisé par un certain Guy Patin à partir de 1655 et c'est lui qui servira de modèle au personnage du médecin
dans Le Malade imaginaire, le fameux Diafoirus. Et vous vous doutez que son personnage et son portrait surtout n'est guère flatteur. Molière le fustige en montrant sa prétention, son archaïsme, son inefficacité. Et Molière, vous comprenez aussi, va s'attirer les foudres du corps médical de l'époque. Mais en même temps, le roi, qui a connu de nombreuses maladies, certaines auraient pu être mortelles, je vous en liste quelques-unes pour vous en rendre compte, il a eu la rougeole, la vérole, la scarlatine, la typhoïde, des problèmes digestifs, rhumatismaux, bref, on en passe. Eh bien, le roi, donc qui a connu toutes ces maladies, ne pourra qu'apprécier ces comédies, en particulier celle-ci, Le Malade imaginaire, qui mettent en scène des médecins, tournés en ridicule parce que dotés d'incompétences avérées. Si on résume ensemble cet épisode, il y a donc 3 points qu'il faut que vous reteniez. Le premier, c'est la façon dont les pièces de théâtre, et en particulier donc les comédies de Molière, étaient conditionnées par les demandes, les attentes du roi. On n'écrit pas librement et on écrit en fonction aussi de ce qu'attend le roi. Deuxième point, retenez donc cette idée que Le Malade imaginaire est avant tout une comédie-ballet. Ces éléments-là, vous les intégrerez bien sûr lorsque vous analyserez les différents extraits que vous allez travailler pour l'épreuve orale. Et puis, la notion de comédie-ballet pourra bien sûr constituer pour vous un argument que vous développerez lors d'une dissertation portant sur l'œuvre intégrale. Comédie-ballet pour montrer justement à la fois la légèreté mais aussi l'efficacité de l'avancée de l'intrigue théâtrale, entre autres. Bien sûr, d'autres épisodes consacrés à Molière vous permettront de développer cet aspect. Et puis le troisième point, bien sûr, ce qu'on vient d'évoquer sur la posture du médecin au XVIIe siècle et ses caractéristiques permettent de mettre en évidence ce qui sera un des points centraux de la pièce, c'est la satire sociétale et donc la satire plus particulièrement des médecins, point d'ancrage qui vous permettra aussi de développer vos différentes analyses puisque vous montrerez comment et avec quelle prouesse théâtrale Molière met en scène justement cette satire. Alors n'oubliez pas aussi que vous avez l'infographie sur la plateforme Podcastix qui vous permet aussi d'avoir le détail de la biographie de Molière afin de le situer justement dans son siècle et de voir combien aussi de comédies-ballets il a pu réaliser au gré de ses différentes créations. Donc n'oubliez pas de vous référer à l'infographie pendant que vous écoutez le podcast ou après en guise un peu de synthèse et de mémorisation. Mais d'ici là, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes consacrés à nos auteurs au programme. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis.